Daesh, le groupe État islamique, vient de revendiquer cet attentat de Nice, 36 heures pratiquement après les faits. Est-ce que c'est une habitude de Daesh d'attendre assez longtemps finalement après un attentat ? Concernant les timings de revendication, il n'y a pas de règles. Certains attentats sont revendiqués quelques heures seulement après les faits, d'autres quelques jours. Il arrive que certaines attaques, je pense notamment à un attentat qui avait été mené il y a un an dans la capitale tchadienne, N'Djamena, a été revendiqué un mois après. Et certains attentats, je pense à celui de Médine, celui d'Istanbul ou celui de Ben Gardan en Tunisie, n'ont jamais été revendiqués. Donc il n'y a pas de règles concernant les timings de revendication de l'État islamique. Est-ce que, comme Jean-Pierre Filiu, vous pensez que c'est un moyen pour l'État, le groupe État islamique, d'avoir la main, en gardant le timing finalement ? Si vous posez la question d'une éventuelle revendication opportuniste, c'est-à-dire de l'authenticité de ce communiqué, l'authenticité ne fait aucun doute. Le communiqué a été diffusé par une agence officielle de l'État islamique, en l'occurrence son agence de presse Hamac, qui n'a jamais revendiqué de façon opportuniste aucune attaque. On se souvient du crash récemment du vol égyptaire. Tout le monde pense à l'État islamique. L'État islamique n'a jamais revendiqué le crash de cet avion qui sans doute dont la cause est sans doute plutôt accidentelle. A contrario, 6 mois avant, le crash du vol russe qui avait décollé de l'aéroport de Sharm el-Sheikh, alors que tout le monde refusait d'admettre la responsabilité de l'État islamique avait revendiqué. Et ensuite, si vous voulez, le feuilletonne ces revendications en diffusant des éléments de preuve dans les jours qui suivent, prouvant l'implication entre le groupe et le terroriste. Il y a eu incertitude aussi parce que certains aspects du profil du tueur, en tout cas ce qu'on en connaît si peu de temps après les faits, ne collaient pas avec un profil djihadiste. Il n'était pas fiché, il ne semblait pas radicalisé, pas religieux. Oui, mais il n'y a pas de profil de terroriste. C'est pas parce C'est ce qu'il faut qu'on arrête de croire. C'est pas parce que l'entourage n'a pas décelé de signes de radicalité chez l'individu, c'est pas parce que l'individu n'était pas fiché, qu'il était en boîte quelques jours avant. N'oublions pas le cas de Salah Abdeslam, qui fumait du hashish dans son café 2 semaines avant les attentats du 13 novembre. Donc, pour tout un tas de raisons, ces éléments-là sur la personnalité du terroriste ne sont pas forcément signifiants. On peut devenir un soldat de Daesh, comme le revendique le message de revendication, en quelques jours simplement ? Alors le message de revendication explique effectivement, présente le terroriste comme un de ses soldats et non pas comme l'un de ses sympathisants, donc ça c'est à prendre en compte. Il explique aussi que le terroriste a répondu à l'appel de l'État islamique, l'appel faisant référence à l'appel du porte-parole officiel de l'EI, qui à partir de septembre 2014 a demandé en réponse aux frappes de la coalition en Irak puis en Syrie de mener des attentats, de tuer des ressortissants des pays de la coalition partout où c'est possible, par tous les moyens possibles. Et il citait l'exemple du camion. Absolument, il citait l'exemple d'un véhicule motorisé comme l'un des moyens de tuer des ressortissants de la coalition. Donc le mode opératoire est exactement celui de Nice. Vous êtes spécialiste, je le disais, des filières de recrutement. Est-ce que le terreau niçois peut être particulièrement propice au recrutement d'individus pour devenir après des soldats du groupe État islamique ? Alors, il y a effectivement une particularité niçoise qui est indéniable. Nice est la ville en France, alors en nombre, pas en proportion de sa population, qui a vu le plus de ses administrés partir en Syrie et en Irak. On considère qu'il y a eu à peu près 120 départs de Niçois pour la Syrie et l'Irak. Ça s'explique en grande partie par la présence dans les quartiers populaires de Nice à partir de 2010, puis ensuite les années qui ont suivi jusqu'à fin 2013, d'une personnalité charismatique du djihad français qui s'appelle Omar Diaby, qui est considéré à juste titre comme l'un des principaux recruteurs français et qui est un Sénégalais ressortissant français, et par ailleurs ancien braqueur
issus de la grande délinquance reconvertis dans le djihadisme. David Thompson, Olivier Bois du service police-justice de France Info, une question à vous poser. Vous parliez, David Thompson, de Daesh qui publiait des preuves après, qui expliquait, qui détaillait un peu le lien entre eux. C'est forcément un échange direct ou simplement le lien, c'est parce que le mode opératoire ressemble à ce qu'il y avait dans la propagande de Daesh, donc ça suffit à faire un lien, ou il faut qu'il y ait eu un échange, quel qu'il soit, par un intermédiaire, par un message, par quelque chose comme ça? Les deux cas de figure sont possibles et les deux cas de figure ont déjà été rencontrés dans le passé. Prenons par exemple l'exemple de l'attentat tout récent de Magnanville, dans lequel le terroriste Larossi Abala s'était introduit dans le domicile de deux policiers pour les assassiner à l'arme blanche. Lui, à ce moment-là... il fait une vidéo. Il a fait une vidéo, il a utilisé son compte Facebook pour diffuser, grâce à l'application Facebook Live, un message de revendication dans lequel il était extrêmement clair. Il disait qu'il répondait à l'appel d'Abou Mohamed Al-Adnani, le porte-parole de l'EI. Et par ailleurs, il lançait à ses contacts sur Facebook une demande très claire en disant « Prévenez les membres des brigades médiatiques de l'EI pour leur dire que j'ai fait cela au nom de l'EI. » Et donc, c'est ce qui a permis, ce message a permis la rédaction très rapide dans les heures qui ont suivi d'un communiqué de revendication. Donc il y a les deux cas de figure. On a à la fois des gens qui ont un lien assez ténu avec l'organisation et qui agissent sous influence de sa propagande, et le cas de figure, donc ça c'est Orlando, ça c'est San Antonio aux États-Unis, ça c'est Magnanville, et on a aussi le cas de gens qui sont envoyés de Syrie et d'Irak avec une mission très claire, donc un attentat commandité, des gens qui ont reçu une formation militaire et qui agissent comme une brigade, comme en Syrie et en Irak. C'est le cas du 13 novembre. Merci beaucoup David Thompson, et on comprend bien ces deux formes d'allégeance à Daesh que vous venez de décrire. Vous êtes donc journaliste à RFI et spécialiste des filières de recrutement de Daesh.